Excellent week-end à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre à cette nouvelle édition du journal. Voici donc l'essentiel de l'actualité. À l'issue du Conseil de ministres, le chef de l'État a dépêché une délégation gouvernementale dans la ville de Goma pour une mission d'enquête en vue d'établir la lumière sur le dérapage survenu très récemment lors de la manifestation anti-MONUSCO et forces régionales. Et la CENI se lance dans le recrutement de nouveaux agents temporaires dans le cadre des opérations de vote pendant le déroulement des échéances électorales en République démocratique du Congo. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci d'être branchés. Au cours de la 111e réunion du Conseil de ministres, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a manifesté ses regrets à la suite des événements malheureux survenus très récemment dans la ville de Goma lors de la manifestation anti-MONUSCO et anti-les troupes de la force régionale. Il a par ailleurs formulé ses condoléances aux familles éplorées. Suivez le compte rendu avec Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres de ce jour a été marqué en ses débuts par les événements qui se sont déroulés à Goma il y a 2 jours. À ces propos, le président de la République s'est exprimé avec colère, effroi et consternation après avoir appris le décès le 30 août 2023 de près d'une quarantaine de compatriotes brutalement fauchés au cours d'une manifestation dans la ville de Goma de suite d'une intervention des forces de l'ordre. Cet événement malheureux ne peut que faire l'objet d'une forte désapprobation et d'une forte condamnation tant elle est incompatible à la vie en démocratie d'une part et d'autre part à la mission constitutionnellement dévolue aux forces armées. Le président de la République a appelé la justice à faire la lumière sur ces drames et d'établir rapidement les responsabilités tout en soulignant que ces drames ne peuvent pas et ne demeurera pas impunis. Aux familles des victimes, il a présenté au nom du peuple congolais ses condoléances les plus attristées. Le président de la République a aussi saisi cette occasion pour lancer de nouveau un appel aux forces de l'ordre dont les efforts devant être mis en œuvre dans le registre de la prévention et du dialogue avec la population qu'elle a la noble mission de protéger. Enfin, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de lui faire rapport dans le plus bref délai sur les circonstances qui ont mené à cet effroyable drame et pour que très rapidement des sanctions sévères puissent être prises contre tous ceux qui ont été responsables de ces tristes événements. Prenant la parole à son tour, le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, a informé les membres du Conseil de la diligence de quelques membres de son gouvernement à Goma pour enquêter et recueillir les éléments sur ces dérapages. Suivez. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre est revenu sur les tristes événements qui ont prévalu à Goma le mercredi dernier. À ces propos, il a informé le Conseil des dispositions qui ont été prises par le gouvernement, notamment l'envoi immédiat d'une mission conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, comprenant en son sein le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le ministre des Droits humains, ainsi que le vice-ministre de la Justice, pour descendre à Goma et suivre de près tous les processus qui permettront l'éclatement de la vérité. Le deuxième point de sa communication a porté sur la rentrée scolaire attendue les lundis prochains dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il a noté le progrès réalisé grâce à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, mesure phare du président de la République. Il a exhorté les parents à envoyer les enfants à l'école pour que cette année 2023-2024 puisse être une année réussite et une année fructueuse pour tous les élèves
de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre chef du gouvernement a terminé son complément d'information en rappelant la nécessité pour le ministre concerné de veiller à des stocks stratégiques, tant pour ce qui concerne les carburants et autres lubrifiants, mais aussi pour ce qui concerne le produit de première nécessité à l'approche des festivités de fin d'année et des débuts de l'année prochaine. La politique de la mobilisation des recettes était aussi évoquée à la réunion du Conseil de ministres. Pour sa part, le ministre Nicolas Kazadi a fait le point sur la rationalisation du pouvoir central, principalement le régie financière de l'État pour réactiver davantage les trésors publics. Suivez. Rationalisation des actes générateurs du pouvoir central. Le ministre des Finances a présenté au Conseil le rapport sur la rationalisation des actes générateurs du pouvoir central. Il a indiqué qu'en exécution de la politique du gouvernement, la rationalisation de droits, taxes et redevances du pouvoir central a été inscrite comme repère structurel de la deuxième revue du programme formel conclu avec le Fonds monétaire international et soutenu par la facilité élargie des crédits dont le plan a été adopté lors de la réunion du Conseil des ministres du 6 octobre 2022. Pour matérialiser cet objectif, le ministère des Finances a organisé une série de séances de travail réunissant la Direction générale de recettes administratives, juridiques, domaniales et des participations des GERAD et les services de l'assiette. À l'issue de ces travaux, il a été proposé une série de suppressions de 32 actes générateurs repartis selon les différents ministères. Le ministre des Finances a sollicité l'approbation du Conseil qui permettrait de passer à l'étape suivante, celle de la modification de l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central telle que modifiée et complétée à ce jour. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Bien avant la tenue de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait reçu le jeudi 31 août dernier à la Cité de l'Union africaine le lettre de créance des 4 ambassadeurs nouvellement accrédités en République démocratique du Congo, notamment celui des Émirats arabes unis, de la Belgique, du Pays-Bas et de la Norvège en vue de réaffirmer le lien de collaboration ou des relations diplomatiques. Le reportage est signé le confrère de la presse présidentielle. Excellente relation bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, dont les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté tour à tour ce jeudi 31 août leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Anwar Othman Barout Al-Barout, ambassadeur des Émirats arabes unis, a été reçu le premier à la période présidentielle du Mont Galema par le chef de l'État. Il est détenteur d'un master d'études stratégiques et de sécurité, d'un autre master en sciences de gestion et d'une licence en sciences politiques. Anwar Othman Barout a été nommé à la mission permanente des Émirats arabes unis auprès des Nations unies à New York, aux États-Unis d'Amérique, et ambassadeur de son pays au Japon. Il a assumé les mêmes fonctions d'ambassadeur des Émirats arabes unis en Autriche. C'était ensuite au tour de Madame Roxane de Bilderling, ambassadeur de Belgique, de présenter ses lettres de créance au président de la République. La diplomate belge a un master en interprétation de conférences français, anglais, espagnol et un diplôme complémentaire en études européennes de l'Université de Louvain. Elle a été ambassadeur de Belgique au Japon et au Kenya avec accréditation auprès de la Somalie, l'Érythrée, les Comores, les Seychelles et Madagascar. Madame Bilderling a aussi exercé les fonctions de représentante auprès du programme des Nations Unies pour l'environnement et du programme des Nations Unies pour les établissements humains. Elle parle couramment le français, l'anglais, le néerlandais, l'espagnol et a quelques notions de swahili et de japonais. Madame Marianne van der Erden Samoura a été reçue en qualité de nouvelle ambassadeur des Pays-Bas en RDC. Elle possède
une maîtrise en histoire, spécialisation histoire économique de l'université Leiden aux Pays-Bas. Entrée au ministère néerlandais des Affaires étrangères en 1998, elle a été en poste en Afrique du Sud, au Bangladesh, en Géorgie, au Thaïlande et en Tunisie. L'ambassadeur de Norvège, Molster Holt, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Le diplomate norvégien a fait des études de sciences politiques, histoire et français. Il est diplômé en sciences politiques de l'université norvégienne de Bergen. L'ambassadeur Molster a été notamment conseiller principal à la direction du développement durable, premier secrétaire à l'ambassade au Japon et ministre conseiller à l'ambassade de Norvège à Paris en France. Registre présidentiel, restons-y, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait assisté un enfant de 8 ans hospitalisé pendant 2 mois à l'hôpital Konchachi qui souffre de la tumeur. Après avoir reçu les explications de médecins concernant la situation de santé de ces derniers, le président de la République a décidé de son transfert à l'étranger pour poursuivre des soins appropriés. Suivez. Il est le symbole de joie. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo incarne en lui l'essence de l'amour et redonne de l'espoir là où il n'y en avait plus. Son cœur aimable et compatissant l'a déplacé de sa résidence Tshisekedi à visiter l'enfant Calvin Ikuli Bokeseni, hospitalisé depuis plus de 2 mois à l'hôpital militaire Colonel Tchachi pour des soins médicaux au droit, un cancer le plus fréquent chez les enfants. Sous l'impulsion et le financement du président de la République Félix Tshisekedi, Calvin Ikuli a subi l'exérèse de la tumeur après plusieurs examens approfondis. Accueilli à son arrivée par le médecin directeur de ces bâtiments médicaux, quelques autres médecins spécialistes et généralistes, ainsi que tous les personnels, le chef de l'État s'est rendu par la suite dans la chambre VIP où Calvin est interné. Sur place, le président Félix Tshisekedi s'est enquéri de l'état de la situation de ces malades. Le chef de l'État a obtenu tout le rapport médical de cet enfant. Le garant de la nation a décidé le transfert de Calvin Ikuli à l'étranger pour la seconde étape de ses soins médicaux au service de la radiothérapie. Nous avons pris en charge l'enfant Calvin à une étape déjà assez avancée de sa tumeur. Dieu soit loué, les examens produits après la chirurgie n'ont pas fait état d'un cancer. Les examens produits tout récemment, les scanners de la tête, de poitrine, de l'abdomen et du bassin n'ont pas montré de métastases. La tumeur s'est arrêtée au niveau de la tête. Nous estimons que le plus vite possible, il faut qu'on prenne un contact avec un service où l'enfant peut être transféré, mais au même moment, nous devons voir comment maintenir son état général. S'il ne peut pas manger par la bouche, mais au moins, on peut lui donner ce que nous appelons l'alimentation parentérale, bon, pour qu'il se maintienne quand même jusqu'au jour où on pourra le déplacer pour aller là où il peut bénéficier de la radiothérapie. C'est comme ça, nous pensons que si l'enfant peut être transféré dans un service autre, peut-être où ils ont un peu plus d'expérience sur ces types de... peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire. Très ému par ce geste, le parent de l'enfant a eu des mots justes pour remercier le président de la République. Parlons de la coopération entre la RDC et l'Italie dans les domaines de la sécurité. Sachez que le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu en audience le jeudi 31 août dernier dans son cabinet de travail l'ambassadeur italien Alberto Petrangeli. Leurs échanges ont tourné sur le renforcement de la coopération dans le volet sécuritaire. Suivez ces reportages. L'Italie entend renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans les domaines de la sécurité, surtout en ce qui concerne la formation des forces armées de la République démocratique du Congo.
Déclaration à la presse de son ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo, Alberto Petroncelli, au sortir de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo était largement au centre des échanges entre les deux personnalités. Je suis venu présenter mes civilités au VPM Défense. On a parlé un peu de la situation sécuritaire. Aussi, on a parlé des possibilités de réchauffer la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité. Je crois qu'il y a des possibilités là-dessus. On va évaluer ensemble. Formation qu'on peut faire, pour exemple, des équipements, mais on va voir. On va décider ensemble. La crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo a occasionné des milliers de déplacés internes qui ont besoin d'une assistance humanitaire. Et de l'autre côté, le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, a échangé le vendredi 1er septembre dernier dans son bureau de travail avec une délégation des 7 institutions de l'Union européenne pour discuter sur les questions ayant trait aux infrastructures numériques en République démocratique du Congo. Regardez. Les secteurs des télécommunications congolaises intéressent l'Union européenne. Une délégation des 7 institutions internationales conduite par sa chargée d'affaires Mathilde Chedioum l'a confirmé au cours de l'entrevue avec les ministres des Pétentique, Augustin Kibasa Maliba. C'était une occasion pour les experts des Pétentique et ceux de l'Union européenne de discuter sur des projets des infrastructures numériques qui sont déjà en préparation et en évaluation. Nos discussions ont porté sur des projets des infrastructures numériques, des investissements qui pourraient vraiment accompagner le plan national de la RDC dans ce domaine-là et aussi servir à la fois pour le développement économique durable, mais aussi lié à l'accès aux infrastructures numériques, aux secteurs sociaux. La réunion a été très encourageante. Le ministre est très engagé pour ces questions-là. Il était très favorable à continuer l'échange sur ce projet-là. Les patrons des Pétentique a pour sa part promis son soutien et son engagement de poursuivre les discussions pouvant aboutir à la réalisation de ces projets, composés notamment des membres de la Banque européenne d'investissement et des BCS Group. Cette délégation est répartie satisfaite des réponses obtenues du ministre Kibasa Maliba. Revenons sur le programme de développement de 145 territoires en République démocratique du Congo. La ministre d'État en charge du plan Judith Souminois a procédé le jeudi 31 août dernier dans la ville de Beni à la remise de bâtiments et des centres de santé aux autorités de cette province en faveur de toute la population de ces coins du pays. Ces travaux ont été assurés par le bureau central de la coordination du dit programme initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Au total, 8 écoles et 8 structures sanitaires ont été construites dans cette première phase du PDL 145 territoire à Beni. Il s'agit de la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi dans l'amélioration de la gratuité de l'enseignement et de la couverture santé universelle, affirme la ministre d'État et ministre du Plan Judith Souminois. Aujourd'hui, nous remettons officiellement quelques bâtiments pour les écoles et les centres de santé. Et cela, ça permet aussi de montrer que la vision du chef de l'État qui prône le peuple d'abord tout en s'assurant qu'on ait une montée en puissance pour l'éducation avec la gratuité de l'enseignement et aussi pour la santé avec la couverture sanitaire universelle. Ce n'est pas juste une idée en l'air, mais c'est vraiment une vision qui est en train d'être concrétisée à travers notamment le PDL 145 territoire. Parmi les structures construites par le gouvernement, le centre de santé de Moussoukou, incendié en 2020 par les rebelles ADF, lors de leur attaque dans ce village, cet appui confirme la proximité des autorités congolaises à la population de Moussoukou, estime Jérémy Matete, infirmier titulaire de ce centre.
Nous nous considérons comme un peuple abandonné par le gouvernement. Mais à partir de ces projets, nous trouvons que Moussoukou est encore une localité de la République démocratique du Congo et sommes Congolais autant que d'autres. Sentiment de joie dans les chefs de la population de Moussoukou, elle plaide pour le renforcement de la sécurité dans la zone pour que ces nouveaux bâtiments soient protégés et ne subissent le même sort que la sienne. C'est bien de nous construire cette structure, mais il faut la protéger pour qu'elle ne soit pas aussi incendiée. C'est une joie pour nous qu'on la protège. Poursuivons par les questions sécuritaires en République démocratique du Congo dans le but d'assurer le retour d'une paix durable et effective dans la province de l'Ituri pendant cette période où sévit une insécurité grandissante dans ces coins de la République. Le vice-gouverneur de cette province, le général Raouz Chaloué, a échangé le 1er septembre dernier avec le professeur Louis Gwa Bagouma pour passer en revue de la situation sécuritaire générale de l'Est du pays. Regardez. La résolution de la crise sécuritaire en Ituri passe par deux voies, à savoir l'option militaire et non militaire. Position exprimée par le professeur Rui Gwabagouma à l'issue de son entretien ce vendredi 1er septembre 2023 avec le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Raouz Chaloué, faisant le point de l'existence d'un comité de professeurs de l'université de Bunia. Il y a la politique de la carotte et aussi la politique de bâton. Si on ne combine pas les deux avec la carotte seule, je doute qu'on aille trop loin. Un enfant qui fait du mal, on le gronde, s'il continue, on le frappe un peu. Ce n'est pas pour le tuer, mais pour l'éduquer. Nous sommes dit, nous viendrons vers l'autorité qui a accepté de nous rencontrer pour débattre les voies et moyens pour sortir de la crise sécuritaire de l'Ituri. Alors vous comprenez que ça fait plusieurs années, des jeunes gens qui sont nés dans les désordres, la tuerie, ils n'ont pas des idées de paix. On les a privés peut-être de développement. Ils ont appris à vivre au départ du fusil. Donc nous, il ne faut pas les faire sans que nous soyons avec l'autorité. Donc nous allons réfléchir, lui donner des pistes de solutions et ensemble commencer, tant soit peu, prêcher l'évangile de la paix dans la jeunesse perdue. Par ailleurs, ces notables ituriens encouragent l'administration militaire de l'Ituri pour l'élan de développement amorcé par le lieutenant général Luboyanka Johnny pendant cette période de l'état de siège. Nous saluons ce que nous avons vu ici, l'organisation au niveau de la province, les efforts de moderniser la ville de Bunia. Ces efforts, nous les saluons. Nous les encourageons aussi d'abonder dans le même sens sur le plan sécuritaire. Signalons que la sortie officielle de l'association de professeurs de l'INIBU interviendra incessamment et compte une dizaine de membres à son sein. Sécurité dans l'est de la RDC, Restanzi. Constant Dima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, a dressé le bilan autour de l'événement malheureux survenu très récemment dans la ville de Goma. Suivez-le. Un groupe mystico-religieux qui a apparu ici, nous le connaissons il y a quelques mois. Le leader, c'est un prophète, il s'est dit prophète Bissimois. Il est originaire du Sud Kivu, mais installé ici. Et la police est allée, donc le 29 soir, pour les encadrer, les empêcher d'aller vers la base de la MONUSCO. Pendant que la police faisait son travail, ils ont arraché un policier, ils l'ont amené chez eux, ils l'ont tué, emportant son arme. Et d'un coup, la manifestation que nous imaginions passive, sans violence, s'est transformée directement en violence, et des coups de feu. Mais ils allaient investir la base de la MONUSCO, ils allaient commencer à chasser les Blancs, les Occidentaux, ils allaient commencer à s'attaquer aux ONG et aussi aux forces de l'EAC. Et dans le même ordre d'idées, les caucus de députés de la province du Nord Kivu a condamné les auteurs de ces drames qui a laissé la population dans la consternation. Suivez leur déclaration. Consécutivement à la situation
qui a endeuillé la ville de Goma ce 30 août 2023, nous, le caucus des députés nationaux du Nord Kivu, présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées, à la ville de Goma et toute la province du Nord Kivu. 1. Nous condamnons fermement l'usage disproportionné de la force par les éléments des forces de défense ayant entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes et de blessés. 2. Nous exigeons au gouvernement de la République de prendre des mesures conservatoires envers les responsables sécuritaires en province. 3. Nous demandons la mise en place d'une mission d'enquête pour faire rapidement la lumière sur tous ces événements malheureux. 4. Et enfin, nous demandons aussi une enquête parlementaire qui doit être dépêchée d'urgence. Cette fois-ci, processus électoral en RDC dans le cadre de préparatifs de scrutin direct du 20 décembre de cette année en cours. La Commission électorale nationale indépendante CENI a dans une correspondance annoncé le recrutement des agents temporaires pour les opérations de vote sur toute l'étendue du territoire national. Suivez. Dans le cadre des préparatifs de scrutin direct du 20 décembre 2023, la CENI lance une grande opération de recrutement de 448 000 agents. Les catégories ci-après sont concernés. Les formateurs électoraux nationaux, les formateurs électoraux provinciaux, les formateurs électoraux territoriaux, les chefs des centres de vote et de dépouillement, les techniciens informatiques des centres de vote, les membres des centres locaux de compilation de résultats et les membres du bureau de vote et de dépouillement. Le dépôt de candidature est fixé du 30 au 4 septembre 2023. Les formateurs électoraux nationaux et provinciaux devront déposer leur dossier de candidature au secrétariat exécutif provinciaux de la CENI qui sont situés dans les chefs-lieux des 26 provinces. Alors que les formateurs électoraux territoriaux, les membres des centres locaux de compilation des résultats, les chefs des centres de vote et dépouillement et les techniciens informatiques des centres de vote devront déposer leur dossier aux antennes de la CENI situées au chef-lieu des territoires et dans les villes, et cela à partir de 8h30 à 16h30 heure locale. Cependant, pour éviter l'engouement devant les antennes de la CENI, les candidats peuvent déposer leur dossier en ligne sur le site de la CENI et sur notre adresse ou le site web intitulé www.ceni.cd et en cliquant sur la rubrique recrutement. Autre chose, à présent, Gisèle Kapinga Tumba a été élue présidente au sein du CNDH en remplacement de l'ancien président Paul Tsapumuku après l'assemblée plénière dans cette organisation de la défense des droits de l'homme pour des raisons de fautes graves observées pendant une longue durée par ces acteurs de la société civile. Suivez le duplex de Véronique Ngango, rapporteur de cette organisation. La séance met aux voix les résolutions à l'ordre du jour. Première résolution. Des choix en vertu du principe de parallélisme de forme et de compétences. Monsieur Paul Tsapumuku pour manquement grave à ses fonctions de président de la CNDH et procéder à l'élection d'un nouveau président. Cette résolution est adoptée avec 5 voix sur les 5 commissaires présents à l'Assemblée plénière. Deuxième résolution. Élection au poste de président de la CNDH. Le président des séances sollicite les candidatures en vue de remplacer le président des CHIS. Après rappel de ces dispositions, il est procédé à l'élection du président de la CNDH. Par consensus, tous les commissaires présents portent leur choix sur la commissaire nationale Kapinga Tumba Gisèle. Par conséquent, le président des séances proclame élu président de la Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo
la commissaire nationale Kapinga Tumba Gisèle. Le bureau de la CNDH se compose comme suit. Présidente Kapinga Tumba Gisèle. Vice-présidente Mbamba Kona Joël. Rapporteur Kalinje Bianjira Dieudonné. Rapporteur adjoint Lokonya Sefou Paulette. Changeons des dossiers autrefois appelés Kuluna et actuellement devenus de bâtisseurs. Ces anciens brigands à machette de Kinshasa sont actuellement envoyés en Afrique du Sud pour une formation d'une durée déterminée pour servir la République démocratique du Congo dans les jours à venir dans plusieurs domaines de la vie humaine. Suivez. Ils sont ici à Kinshasa en transit. Ils vont en Afrique du Sud. Ils vont en Afrique du Sud pour faire quoi? Ils vont dans une formation qui va prendre 6 mois. Nous avons trié parmi nos bâtisseurs les jeunes qui avaient des aptitudes à pouvoir conduire les équipements ou les machines ferroviaires que le service national va bénéficier d'ici 2 mois. Pour votre information, le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, dans sa volonté de monter en puissance le service national, en plus de matériel agricole, matériel et équipement agricole qu'il vient de mettre à disposition du service national, a décidé d'appuyer la logistique du service national, en ce sens que nous avons des problèmes d'acheminement des intrants agricoles, de carburant, de matériel vers nos différents centres de production, même dans nos différents sites de construction, mais aussi nous avons des difficultés quant à l'évacuation de produits qui viennent des centres de production du service national vers les centres de production. C'est comme ça qu'il a décidé de mettre à la disposition et doter le service national des moyens importants de transport, à savoir du matériel ferroviaire. De quoi s'agit-il exactement? Des locomotives et des wagons. Du matériel lourd, du matériel de très grande valeur, de plusieurs dizaines de millions de dollars qui sont en route pour le service national afin de permettre la fluidité dans la logistique du service national. Bouclons par les valeurs nutritives. Que savez-vous de mangousta? Plus de détails de Rite Mboua. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées.
Nous sommes déjà à la fin de ce rendez-vous informatif. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Mais avant de nous quitter, voici donc le rappel des titres. À l'issue du Conseil de ministres, le chef de l'État a dépêché une délégation gouvernementale dans la ville de Goma pour une mission d'enquête en vue d'établir le lumière sur le dérapage survenu très récemment lors de la manifestation anti-MONUSCO et forces régionales. Et la CENI se lance dans le recrutement des nouveaux agents temporaires dans le cadre des opérations de vote pendant le déroulement des échéances électorales en République démocratique du Congo. Merci infiniment à la confiance renouvelée. Bonne continuité de nos programmes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Au revoir.